Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans Elle d'Afrique, nous recevons Salematou Sako Kamara, entrepreneure guinéenne, experte en communication et femme engagée pour le rayonnement de l'Afrique. À travers son parcours entre entrepreneuriat, leadership féminin et engagement sociétal, elle incarne une nouvelle génération de femmes africaines qui font bouger les lignes. Et je suis très heureuse de vous recevoir, Salematou Sako Kamara. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, merci pour l'invitation. Je suis heureuse également d'être sur votre plateau depuis Conakry. Alors, justement, on va ouvrir avec vous tout de suite la rubrique de votre parcours, d'autant plus que vous êtes ce qu'on peut appeler une sérielle consacrée. Vous avez eu énormément de prix, de reconnaissances, prix de la femme africaine de l'année 2026, femme guinéenne de l'année 2025, prix Catala CEDEAO 2025, 50 femmes africaines remarquables dans les métiers de la communication et des médias, 100 femmes noires inspirantes du 21e siècle, et j'en passe, justement. Merci beaucoup d'être là. On y va pour découvrir ce parcours. Alors, Salematou Sako Kamara, justement, un parcours, d'abord peut-être on retourne aux sources, les études, ça s'est passé où et comment? Alors, principalement, encore une fois, merci de m'avoir sur votre plateau. Principalement, j'ai grandi entre l'Afrique, la Guinée, la République des Guinée dont je suis originaire, un petit peu la France, les États-Unis et surtout le Canada. Donc, je dois mon parcours scolaire principalement au Canada pour avoir commencé avec un bachelor en sciences politiques à Concordia et ensuite des études en voyage et tourisme au collège April-Fortier, qui est une certification professionnelle, et bien plus tard un MBA, un Master en Business Administration, un MBA en com de crise et en management au niveau de Vinci à Paris. Donc, je suis une bonne panafricaine avec un parcours, j'ai envie de vous dire, et nord-américain et européen. Alors, voilà, j'aime bien justement cette appellation d'une bonne panafricaine. Et cette panafricaine qui décide, après tout ce parcours, de revenir au pays. Et ça, c'est rarement une décision facile à prendre. C'est vrai que c'est pas... moi, je ne l'ai même pas vu comme un gros changement. Je l'ai vu, comme vous le dites, pour reprendre vos mots, un retour aux sources. J'ai passé une partie de mon enfance entre mes 6 et mes 12 ans à Conakry. Donc, mon CP, ma première année primaire, c'était ici à Conakry. Je suis partie en début de collège et j'ai gardé de très bons souvenirs d'enfance, mais aussi, même en grandissant ailleurs entre l'Amérique du Nord et l'Europe, mes parents nous ont toujours gardés très ancrés. Donc moi, revenir en Guinée, c'était simplement revenir à ce que j'avais connu de positif de mon enfance. Et je suis revenue en Guinée donc une vingtaine d'années plus tard avec un petit garçon. Et je voulais qu'à 4 ans à l'époque, mon petit garçon puisse également avoir ces souvenirs d'enfance avec lesquels j'avais grandi, que j'avais chéri, qui m'avaient amené à aimer la Guinée et l'Afrique. Alors justement, donc ça n'a pas été un retour trop difficile émotionnellement en tout cas. Absolument, mais en même temps, alors vous parlez de souvenirs d'enfants. Et les souvenirs d'enfants, en général, on dit qu'ils sont distordus par rapport à la réalité. Ils ne sont pas forcément... on les vit d'une autre manière en tant qu'enfant. D'ailleurs, même les espaces nous paraissent beaucoup plus grands alors qu'ils sont plus petits. Quand on grandit, on se dit « Ah, c'était aussi petit que ça. Dans mes souvenirs, c'était très grand, etc. » Est-ce que le pays que vous avez laissé avec vos souvenirs de petite fille, c'est aussi ces mêmes émotions, ce même pays que vous avez retrouvé 20 ans plus tard? J'ai envie de dire oui et non. Oui, sur l'aspect ancrage familial et émotionnel qui était important pour moi en tant que jeune femme. J'avais 31 ans à peine lorsque je revenais. Et non dans le sens que j'étais maintenant une jeune adulte. J'étais à mon tour maintenant l'adulte que mes parents étaient lorsque j'étais enfant. Et les questions que je me posais à ce moment-là, c'est quel est le pire qui puisse arriver si ça ne marche pas? Et pour être très honnête, je me suis dit, il faut que ça marche. Donc, enlève l'option, ça ne marchera pas. Le mental a été très important pour moi dès le départ. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste du tout. J'ai revu mes attentes. Non pas à la baisse, mais je me suis dit, voilà, il me faut un minimum. Je ne peux pas quitter le Canada à presque 31 ans et venir gagner ma vie exactement comme je le faisais au Canada ou j'aurais pu le faire aux États-Unis ou ailleurs. Par contre, je me suis dit, tout est à faire. Je rentrais dans un pays où tout est à faire, qui était considéré un pays en voie de développement, comme on aime souvent appeler nos pays du tiers-monde.
Et je me suis dit, je travaille dans un secteur qui est la communication. Et tenez-vous bien, on m'a dit, Salematou, tu ne réussiras pas. Comment est-ce que tu peux faire de la com en Guinée? On a trop de journalistes, on en a plus qu'assez, on a trop de régies publicitaires. Qu'est-ce que tu vas faire en communication? Donc, je venais dans un environnement qui connaissait très peu la communication. Et comme j'ai dit, tout était à faire. Moi, j'ai plutôt vu un défi, mais aussi une opportunité de dire, vu qu'on a un pays à construire, allons-y, faisons ce que je sais faire, qui était de communiquer la Guinée et de communiquer l'Afrique, faire connaître notre pays différemment. Je suis rentrée dans une période où Ebola n'était pas encore éradiqué. L'OMS n'avait pas encore déclaré la Guinée comme un pays où il n'y avait plus Ebola. Donc, c'était une période assez sensible. Et on parlait de la Guinée comme la Guinée d'Ebola. Tu viens de quelle Guinée? La Guinée Ebola? Et je répondais non, je viens de la République de Guinée, dont la capitale est Conakry. Et c'était comme un réveil pour moi. Je me suis dit, tiens, il faut changer le narratif, pas seulement du continent, mais il faut commencer où je vis, où je suis et d'où je viens. Et donc voilà, pour répondre à la question, l'environnement était différent. J'étais maintenant une adulte, je devais prendre mes responsabilités, je devais gagner ma vie. Et je n'ai pas tout de suite créé mon entreprise, mais j'ai appris auprès du système, j'ai appris auprès de mon environnement. Alors, justement, vous avez utilisé le bon terme, vous avez dit « j'ai appris auprès du système ». Vous n'avez pas grandi dans cet environnement, c'est-à-dire vous êtes guinéenne de nationalité, vos parents vous ont continué à vous faire aimer votre pays, même à distance, mais ce n'est pas la même chose qu'évoluer dans un environnement. La même chose pour les Marocains du monde. Vivre au quotidien dans son pays d'origine, connaître les nuances culturelles, les nuances de business, etc., ça c'est différent. Ça, on va y arriver peut-être au moment des challenges parce que c'est très très important. Mais en même temps, vous avez dit j'ai envie de changer le narratif. Et pour changer le narratif, il faut s'allier à l'institutionnel. Ça, vous l'avez fait? Oui et non. Oui, dans le sens où est-ce que je venais avec... guinéenne qui a grandi ailleurs, qui vient avec un accent qu'on roule un petit peu, on n'est pas sûr, est-ce qu'elle est plutôt nord-américaine, parce que je suis très bilingue, je mets beaucoup d'anglicisme quand je parle, est-ce que c'est plutôt une guinéenne française? Donc il y avait cette petite méfiance. Il faut dire que moi j'ai commencé tout de suite dans l'administration publique, au niveau du porte-parole du gouvernement à l'époque, on parle de 2015, ensuite je suis allée au ministère du budget, celui de l'économie et des finances, comme chef de service communication, et là encore on me voit comme mais qu'est-ce qu'elle veut venir nous apprendre. Donc c'était important pour moi vraiment d'avoir une intelligence émotionnelle poussée, ce que je ne savais pas que j'avais à l'époque, mais de vraiment venir plutôt en collaboratrice et même en celle qui veut apprendre plutôt que celle qui vient apprendre aux autres comment travailler. À l'époque, la communication, on la voyait comme c'est juste, c'est une journaliste de plus ou quelqu'un qui veut se mêler et poser des questions qu'elle n'aura pas à poser. Alors que pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de contribuer à mettre en lumière ce qui se passait positivement. Et à ce moment-là, j'ai appris au sein des départements dans lesquels je travaillais, des départements ministériels, à comprendre même comment l'administration publique guinéenne se comportait, comment est-ce qu'elle fonctionnait. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, 11 ans plus tard, ça m'aide énormément d'avoir eu à commencer au sein de l'administration publique, au sein d'un département qui guide la politique budgétaire de l'État. Ça a été une école en soi. Donc oui, il fallait que je fasse attention par rapport à mes collaborateurs pour ne pas qu'il y ait ce complexe de mon côté moi-même. Le complexe du sauveur qui vient de la diaspora et qui vient sauver et changer les choses. Ce n'était pas le cas du tout. Donc j'ai fait très attention aussi et j'ai dû me faire accepter par ma compétence, mais par beaucoup d'humilité aussi et de reconnaître que je ne savais pas tout et que j'étais prêt à apprendre à leur côté. Donc, pour parler de changer de narratif, il faut participer au narratif. Et j'ai dû vraiment trouver ma place dès le début en faisant très attention, en faisant quelques erreurs, mais surtout en apprenant auprès d'aînés ou de ceux qui étaient là avant, qui comprenaient, qui connaissaient le système, pour que moi, à mon niveau, je puisse mettre de l'avant mon expertise, qui est la communication institutionnelle principalement. Alors, de la communication institutionnelle à l'entrepreneuriat, pourquoi avoir sauté le pas ? Le pas, je l'ai sauté par besoin. Je voulais combler un besoin. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que je puisse être libre de choisir les projets sur lesquels je travaille ou pas. Je veux être libre d'aller chercher des projets, d'aller chercher comment mettre en lumière certains projets qui n'ont pas assez de projecteurs, qui n'ont pas assez d'attention et qui pourraient pourtant mettre la Guinée, comme on dit, on the map en anglais, sur la carte et faire parler d'elle positivement.
Donc, c'est ce besoin-là que j'ai vu. Je me suis dit, tiens, je ne vais plus attendre qu'on me dise de faire ceci ou de communiquer sur cela ou de m'apporter un projet. Je vais m'intéresser, qu'il soit du public ou qu'il soit du secteur privé. Je vais m'intéresser à ce qui se fait bien en Guinée et je vais mettre cela en lumière. Donc, le besoin est venu, j'ai envie de vous dire, c'est venu comme ça. C'est un besoin de liberté, en fait. Capacité. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Alors, vous avez aussi fondé la Fondation Hope, c'est bien ça, qui vise à réduire la mortalité maternelle et infantile. Et vous faites aussi la promotion de l'éducation des jeunes filles en Guinée. Oui, alors vous savez, cette fondation est vraiment née encore une fois d'un constat lorsque, lors de ma deuxième grossesse que j'ai vécue en Guinée, j'ai réalisé que même si l'expertise médicale était là, il y avait énormément de choses qui manquaient. J'ai fait un diabète de grossesse qui s'est su que très très tard, que j'avais eu aussi avec mon aîné. Et du coup, ça a créé certaines complications. J'ai dû partir à Paris, je me suis fait hospitaliser. Et quand j'ai vu la prise en charge, la différence en termes de prise en charge, et étant un peu au courant de l'actualité de ce qui se passe, étant assez active et présente dans nos communautés en Guinée, je me suis dit, aucune femme ne devrait mourir pour des choses comme le diabète ou la présence. On ne devrait pas. Et n'étant pas mon cœur d'activité, je ne voulais pas être une fondation de plus qui se créait en Guinée pour donner un nom ou pour lever des fonds ou, comme je dis souvent, on met des fondations en place sans nous-mêmes avoir eu les moyens de notre politique. Je me suis dit, tiens, ce que moi je sais faire, c'est mobiliser les gens autour d'une cause, c'est lever des fonds en effet, c'est mobiliser des financements. Les gens m'ont fait confiance et je me suis dit, je vais aller chercher les ONG, les personnes de terrain qui travaillent avec ces femmes dans les zones reculées, qui n'ont pas accès à des échographies, toute une grossesse. Les femmes qui ne font pas de tests de diabète, toute une grossesse. Et je vais leur mettre à disposition les fonds, les moyens dont ils ont besoin justement pour aider ces femmes pendant leur grossesse ou même lors de l'accouchement. Et bien entendu, tout part de la connaissance. Tout part de la connaissance. Nous savons que notre population guinéenne est principalement féminine. Encore là, il y a encore des progrès à faire en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille et même de la femme lorsqu'elle arrive à un certain âge. Donc, je me suis dit, on va contribuer à combler justement ce gap-là et pareil, s'assurer que les jeunes filles que l'on peut accompagner les filles qu'on peut accompagner au plus jeune âge sont accompagnées afin de pouvoir être auprès des mères, parfois auprès des sœurs, et être des relais d'information, notamment sur tout cela. Donc, c'est de là que la Fondation est née et depuis 2021, on œuvre timidement. Étant une experte de la communication, je fais très attention de ne pas trop en parler parce que je ne veux pas faire plus de bruit que de fond. Donc, on œuvre timidement jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une maturité qui nous obligera de peut-être communiquer sur nos actions. Alors, voilà, on va ouvrir à présent justement, on va retourner à ce que vous avez dit, le système, apprendre auprès du système, et ça c'est très très important quand on rentre au pays. On va ouvrir la porte, on va dire, des challenges, parce que c'est un très beau parcours, mais c'est vrai que le revers de la médaille pour tous les beaux parcours, c'est que, eh bien, il y a pas mal de moments compliqués. Mais quand on en parle, on montre aux autres femmes notamment qui nous regardent, que rien n'est facile et que toutes ces femmes que vous voyez, notamment dans Elle d'Afrique, ont eu de beaux parcours, de belles réalisations, mais derrière pas mal de challenges à soulever et à surmonter. On y va. Salematou Sakho Camara, justement, sans phare, ce beau parcours, le revers de la médaille, vous le connaissez au plus profond de votre intimité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le revers de la médaille concernant ma vie d'entrepreneur ou le retour en Guinée ? Tout est lié en fait. On va dire le retour en Guinée, faire profil bas, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de l'importance d'avoir cette intelligence émotionnelle, activer ces outils que vous avez, que vous ne soupçonniez pas. Et puis finalement, pour les activer, c'est que vous avez été peut-être mise à rude épreuve, rencontré des difficultés, à ce moment-là, la remise en question, etc. Et puis l'entrepreneuriat aussi, bien évidemment. C'est vrai. Alors, je dis souvent aux plus jeunes que moi, ou même à celles dont on est de la même génération, je leur dis il est difficile en Afrique, pas seulement,
Mais il est difficile d'être une jeune femme célibataire, d'être belle et d'être intelligente. Alors, c'est difficile parce qu'on vous met constamment au défi. Si elle s'exprime bien, c'est que bon, elle fait la jolie et qu'elle n'a pas sa place. Elle est là peut-être parce que... c'est malheureux à dire, mais on m'a accusée d'être la maîtresse de tous les patrons que j'ai eus en 11 ans, ce qui n'a jamais été le cas. Et au début, c'est des choses qui m'affectaient énormément. Et une question fondamentale que l'on m'a posée et qui m'a choquée, c'était est-ce que c'est vrai ? Et j'étais choquée quand la personne m'a demandé ça. Je me dis, mais absolument pas du tout. Et la personne m'a dit, tu ne seras ni la première de qui on parlera, ni la dernière. Et un second conseil qu'une amie à l'époque m'a donné, qui travaillait aussi dans l'administration avec quand même des postes, elle avait également un poste stratégique un peu comme moi, très proche des chefs de département, très en avant, quelqu'un qu'on voit beaucoup sur le terrain, on voit beaucoup avec les décideurs. Elle m'a dit, écoute Salimatou, si on doit reculer chaque fois qu'un homme nous fera des avances quelque part, on ne fera jamais d'affaires, on ne fera jamais de business, on n'avancera jamais. Et elle m'a dit, la seule chose que l'on peut faire, c'est de rester constant et de stand your ground, de savoir que non, c'est non, oui, c'est oui, on le fait ou pas et on avance ou pas. Et ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit, en effet, quand on se fait draguer ou courtiser ou à chaque rencontre, qu'elle soit professionnelle, en Guinée ou ailleurs, parce que j'étais beaucoup sur des missions, j'étais tout le temps partie, je passais jamais 3 mois sans être dans l'avion autour du monde, dans le cadre de mon travail. Et j'ai dû être très disciplinée comme personne. J'ai dû être très disciplinée et même des membres de la famille me disaient « Mais Salimatou, tu es toujours à la télé, tu ne trouveras jamais de mari. Salimatou, tu es toujours en avant, ça intimide les hommes. » Donc, on me challengeait souvent. Et pour moi, ce que je me disais, c'était on peut ne pas aimer ma personne, on peut ne pas aimer mon dynamisme, on peut être fatigué de me voir tout le temps à la télé ou en avant, mais à la fin de la journée, il faut se dire « Est-ce qu'elle est compétente ? Est-ce qu'elle est là que pour faire la jolie ? » Parce que, bon, j'ai dû accepter, d'accord, je suis jolie et intelligente, je ne vais pas pleurnicher tous les jours. À ce moment-là, Salimatou, ma ligne conductrice, c'était le travail, la discipline, le travail, la discipline. On le sait, en tant que femme, il faut en faire 2 fois plus. Il faut en faire 2 fois plus parce qu'un homme se posera très rarement la question de « est-ce que je suis légitime pour être là ?» Et cette question de légitimité, elle m'a été posée plusieurs fois sous différents angles. Lorsque je me retrouve avec ce qu'on appelait des techniciens du secteur financier ou économique, on regarde la jeune communicante comme, bon, elle n'est pas légitime, elle est là pour les photos et le compte-rendu. Alors que non, la communication devient après, elle est transversale, parce qu'il y a toujours une stratégie à prendre en compte, dépendamment de ce que l'on fait. Et ça, j'ai dû, avec le temps, bien entendu, la maturité, me dire, écoute, Salimatou, tu es légitime. Et aussi apprendre à répondre lorsqu'on me disait que j'étais partout. Étant quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très opérationnel il y a quelques années, donc un peu moins dans les bureaux et dans la stratégie, avant de fonder mon entreprise, j'ai dû dire, mais non, je suis là où ça compte. Et si vous me voyez souvent, c'est que l'un de nous est au mauvais endroit, ou tous les deux, nous sommes au bon endroit. Donc si vous me reprochez d'être partout et que c'est vous qui me voyez, mais pourquoi vous êtes partout ? Il faut se poser la question. Et j'ai commencé à répondre, je ne suis pas partout, je suis là où ça compte. Et ça, c'est réel. La légitimité, en tant que femme, on ne va jamais nous la donner. Donc, il faut que notre travail, comme d'ailleurs un homme, mais l'homme ne se posera pas la question, et la société posera très rarement la question de légitimité de l'homme. Voyez-vous, donc j'ai commencé à me dire, les défis, je vais les relever, je vais bien le faire, je n'ai pas droit à l'erreur. Et lorsqu'il y a des erreurs, je suis indulgente avec moi-même aujourd'hui, et je me dis, ça fait partie du parcours. Donc, un des défis majeurs que j'ai eu à surmonter, surmonte encore, c'est vraiment cette question de mais est-ce qu'elle est légitime pour être autour des tables de décision ? Là, c'est lorsque j'ai travaillé beaucoup avec les départements et les ministères. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, l'entreprise va avoir 10 ans l'année prochaine. SACOM, qui est l'agence de communication que je dirige, qui a été fondée en 2017. On me disait, les gens me regardaient comme si je n'avais pas d'emploi ou que elle se débrouille. Alors qu'aujourd'hui, je suis sollicitée par les plus gros groupes, par les plus grands décideurs, pour soit les conseiller sur leur communication, sur leur stratégie d'entreprise, ou pour organiser des événements de haut niveau. Donc, et ça, c'est une légitimité que j'ai acquis, par la grâce de Dieu, par le travail, et c'est la chose qui revient. C'est le dénominateur commun de toutes ces années, et le fait que j'ai été dans le public comme aujourd'hui dans le privé, c'est le travail. C'est de dire que, écoutez, je vais être la meilleure dans mon secteur, parce que c'est une discipline que je m'impose à moi-même. Pas pour eux, pas pour ceux qui me regardent, mais parce que moi, ce que je recherche, c'est de l'impact. Et pour avoir de l'impact, travailler.
Donc ça, c'est un défi qui, je crois, est propre à toutes les femmes, peu importe d'où elles viennent, peut-être plus simple ou plus compliqué, mais ça a été réel pour moi d'être jeune dans l'administration, près des décideurs, dynamique, anglophone, où je réfléchissais beaucoup plus en anglais qu'en français en arrivant il y a 10 ans. Donc toutes ces petites choses, j'ai dû vraiment faire violence sur moi-même et me mettre une certaine discipline de travail, de rigueur et de résultats surtout. Et de résultats. En tout cas, merci beaucoup pour cette honnêteté, hein, parce que c'est vrai, vous avez dit tout haut ce que beaucoup de femmes vivent et n'osent pas dire tout bas, surtout quand ça touche justement à la féminité et à au concept même de la femme, en fait, dans ce genre d'espace, dans des espaces masculins. Alors, on arrive vraiment à la dernière partie de notre échange. Je sais qu'il y a encore tellement de choses à dire, mais voilà, on a 26 minutes et il faut les dispatcher sur plusieurs rubriques. On arrive à la dernière rubrique, c'est celle de la transmission. On y va. Et quand on parle de transmission avec vous, Salématou Sakho Camara, en fait, je fais forcément référence à tous les prix et distinctions que vous avez reçus, que j'ai énumérés tout à l'heure, mais je peux rappeler, vous avez fait partie des 100 femmes noires aspirantes du XXIe siècle, 50 femmes africaines remarquables dans les métiers de la communication et des médias, prix Katala CDAO 2025, prix femme guinéenne de l'année 2025 et prix de la femme africaine de l'année 2026 par le Forum international sur le commerce africain à Tunis. Alors, au-delà des consécrations et des prix, c'est derrière toute la transmission de la femme que vous êtes devenue qui se fait à travers ces reconnaissances. En effet, et je peux vous dire très cher qu'à un moment donné, le syndrome de l'imposteur a commencé à toquer à la porte et à me dire mais je fais pas grand-chose, pourquoi moi, pourquoi c'est pris, est-ce que réellement ça veut dire quelque chose? Ouais. Et là encore, la légitimité, il faut l'avoir face à nous-mêmes. Sinon, on a beau être légitime, si nous-mêmes on ne l'accepte pas, ça ne viendra jamais et on sera encore moins accepté par les autres. Donc le fait d'avoir eu ces différentes honneurs-là et ces différents sacres-là, je le vois comme un poids et une responsabilité. Encore une fois, comme j'ai dit, moi, ce qui me réveille le matin, c'est ce désir d'avoir un impact réel autour de moi. Réellement de m'assurer que je contribue à mettre la Guinée en avant, que je contribue à des projets qui sont porteurs non seulement pour le pays, mais aussi le continent. Vous savez, aujourd'hui, qu'en République de Guinée, on a le projet, le méga projet Simandou. On a un programme aujourd'hui politique qui va avec cela et qui s'appelle le programme Simandou 2040. Et quand je me lève, je me dis, à l'ère dans laquelle nous sommes en tant que Guinéenne, en tant qu'Africaine, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce qui se passe dans la dynamique guinéenne? Ensuite, c'est qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la dynamique africaine? Et je me vois comme une ambassadrice de la Guinée, peu importe où je vais. Je me vois comme une ambassadrice africaine, peu importe le continent où j'irai en dehors de l'Afrique. Et pour ça, justement, il y a une vraie conduite de changement à opérer dans la mentalité, notamment des Guinéens, qui est en cours, c'est de se dire, nous savons bien faire les choses. Moi, je crois énormément à l'excellence africaine, parce qu'elle existe, mais qu'aussi longtemps que nous ne serons pas en mesure de raconter nos propres histoires de succès, quelqu'un d'autre le fera et racontera les histoires selon le scénario ou disons la version qui les arrange. Donc aujourd'hui, moi, je me considère vraiment comme une ambassadrice de l'excellence guinéenne et de l'excellence africaine. Je l'accepte avec beaucoup d'humilité, mais aussi de responsabilité, parce que même au niveau du prix de la femme guinéenne de l'année, quelqu'un m'a dit, mais l'année n'est même pas terminée, puis tu es sacrée femme africaine de l'année. Et vous voyez, ça vient réveiller quelque chose où est-ce que quelqu'un vous amène à questionner vos acquis. Et je me suis dit, ça n'aurait pas été moi, ça aurait été une autre femme. Et ce prix, c'est un prix que je consacre à toutes les femmes guinéennes. En sachant que moi, en tant que Guinéenne, j'ai été sacrée femme guinéenne, femme africaine de l'année. Je le consacre à toutes les femmes guinéennes et je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité, mais aujourd'hui, c'est un prix que je mérite et c'est aussi un prix que j'accepte. Et c'est ça qu'il faut se dire. Aux femmes qui m'écoutent, moins jeunes ou plus jeunes, c'est non seulement de travailler, d'être constant, d'accepter votre propre légitimité avant que les autres l'acceptent et d'accepter que ce soit des prix qu'on vous décerne ou pas, mais vous-même, dites-vous tous les jours que vous faites de grandes choses
Donc moi aujourd'hui, ces prix que j'ai, je pense que c'est des quelques prix et qu'il y en aura d'autres, mais je les accepte avec beaucoup d'humilité. Et je ne pense pas qu'il y a 10 ans, j'aurais eu, ou même il y a 5 ans, ça aurait été difficile pour moi de les accepter. Mais aujourd'hui, ce que je veux transmettre, c'est la confiance en soi, sans arrogance, avec beaucoup d'humilité, avec le travail et avec la mentalité du fait qu'il faut que l'Afrique se lève. Il faut que les femmes, ensemble, puissent réellement accepter de prendre nos places sans se remettre en question, parce que face à un homme, il n'y aura pas de remise en question. Et si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un d'autre va la prendre. Donc moi, en termes de transmission, c'est vraiment ces messages-là que j'essaie de passer de plus en plus aujourd'hui. Et voilà, je suis mère d'une petite fille qui n'a que 3 ans. J'aimerais qu'elle grandisse en voyant une mère, des sœurs, des tantes autour d'elle qui ont cette confiance en elle en tant que femme africaine et de savoir qu'elles ont leur place dans le monde et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles souhaitent faire. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau message et ce mot de la fin. Salematou Sako Camara, merci infiniment d'avoir été dans Elle d'Afrique. Merci à Elle d'Afrique encore une fois pour l'invitation et merci à toute l'équipe et je vous dis à bientôt, j'espère. À très vite. Et justement, pour tous ceux qui viennent de prendre le rendez-vous à la fin, vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Média TV Afrique. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à très vite.